1, 2, 3, 4, essai d'enregistrement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, essai d'enregistrement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Eh bien, bonjour, bienvenue à bord de ce live à 20h30. Il est 20h30, ça tombe bien, voilà, démarrage du live pour un numéro en direct de Suisse et je salue déjà les habitués en la personne de Mamounette qui est la première à ouvrir le bal ce soir. Bravo, bienvenue à toi. C'est cool, vous êtes déjà quelques-uns à venir rejoindre ce live, un numéro un peu, comment dire, participatif, interactif, voilà. Et un numéro qui commence comme à l'accoutumée par une intro durant laquelle on entend quelqu'un parler, mais on ne le voit pas. C'est pour lancer le thème, mais c'est surtout aussi pour laisser le temps à tout ce petit monde de venir s'installer, de prendre place, de s'asseoir soit au fond, oui, tu seras la plus belle, exactement, euh, soit au fond de la classe, près des radiateurs, ou soit devant, tout près du tableau, pour pouvoir eh bien, assister à cet épisode numéro 9 de la saison 6. Voilà. Bienvenue à bord. Voilà, on va enlever ce petit bandeau. Le live a commencé, donc il est 20h30 passé, 21h. Non, ça va vite, ça va très très vite. Il est 20h30 passé. Voilà, vous êtes à bord En direct de Suisse, saison 6, épisode 9. Pendant ce temps, eh bien, je continue à accueillir et à saluer ceux et celles qui, comme chaque lundi soir à 20h30, me rejoignent. Donc, je vais saluer, en plus de Mamounette, notre ami Guillaume. Guillaume qui était tellement impatient qu'il m'a demandé de savoir s'il y avait un live ce soir. Ben voilà, ça y est, je te confirme la chose. Bonsoir à tous, bienvenue à bord. On va dire que tout ce petit monde va prendre le temps d'arriver. Occasion pour moi de vous rappeler les bonnes pratiques. Hein. Vous avez vu, en bas à droite, il y a 3 petits points. Je vais le faire avec vous, comme ça, si jamais vous ne savez pas comment ça fonctionne, eh bien, en fait, eh bien, ça sera l'occasion de faire comme moi, de faire pareil, de faire aussi comme Mamounette, qui a été tout de suite très prompte à faire ça. Vous appuyez sur les 3 petits points. Ça, c'est partager la diffusion. Voilà, exactement. Partager la diffusion. Je clique sur tous les abonnés et boum, Thierry Weber a invité ses abonnés. C'est pas merveilleux, ça. Il y a 4 lettres qui viennent d'arriver. On le salue. Bienvenue à toi. Voilà. Et puis, ben, Guillaume vient de faire pareil. Il a appuyé sur les 3 petits points. Je refais la chose parce que il n'est pas interdit de rééditer la chose. Je rappuie sur les 3 petits points. Je rappuie sur partager la petite diffusion. La diffusion. Et cette fois-ci, je fais ça sur Twitter. Boum, voilà. Vous voyez, Thierry Weber a partagé sur Twitter. Il y a le petit oiseau pour vous signaler que c'est partagé. Et pendant ce temps, ben, vous avez le droit de faire comme Mamounette, de tapoter sur l'écran. Regardez. Alors, j'ai pas une belle couleur ce soir, j'ai du brun. On va pas dire à quoi il ressemble ce brun, mais voilà. Et puis ben, pendant ce temps, ben, je vous laisse vous installer pour pouvoir eh bien, passer un petit moment ensemble. On va pas faire 1 heure parce que effectivement c'est un épisode un petit peu spécial puisqu'on va un petit peu bosser, on va un petit peu faire des devinettes parce que j'avais envie de vous apprendre des choses tout en essayant de vous les faire deviner. Bon, allez, je vais appuyer sur les 3 petits points parce que c'est pas fini. Partagez la diffusion et cette fois-ci, je suis un fou, je suis un punk, je suis un cinglé. Je fais ça sur Facebook. Boum, voilà. Euh, Live maintenant.
Voilà, je ne mets pas beaucoup de texte hein, parce que je vais passer un peu plus de temps avec vous qu'avec ma communauté sur Facebook, mais ça permet à tous ceux et celles qui me suivent sur Facebook d'être informés que voilà, ça y est, le live est enclenché sur Periscope. Je ne sais pas si ça l'a fait, on va dire que ça fonctionne. Voilà, donc comme je vous ai dit, on est épisode 9, saison 6 pour un numéro Le saviez-vous de Geek avec justement des questions, des devinettes pour apprendre bien évidemment des choses ensemble. Alors pour cet exercice, je vous demande de faire un truc tout bête. Je sais que je demande beaucoup, c'est de ne pas passer par la case Google, de ne pas passer par la case Wikipédia, d'essayer tout simplement en devinant, en essayant par vous-même de proposer des réponses. Vous avez le droit de vous planter, il n'y a pas de mauvaise réponse en soi. À 4 lettres, ça va mieux avec le haut-parleur enclenché, merci. Je suis rassuré de savoir que tu m'entends et on va pouvoir participer, on va pouvoir commencer. Alors, comme à l'accoutumée, je vous fais un peu de promo pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à me suivre sur les différents réseaux. On commence par Facebook, je viens de le citer, puisqu'effectivement, je viens de partager ce live sur Facebook, sur mon réseau Facebook. Je suis également sur Twitter pour pouvoir, pourquoi pas, jouer la carte de l'interactivité en micro-message. Sur LinkedIn, le réseau professionnel, vous me trouvez également sur ce réseau. Voilà. Je sais que certains d'entre vous ont déjà fait la demande pour pouvoir être connectés euh, avec le son. Ils vont gagner. Oui, ça va être plus facile d'entendre les questions, effectivement. Et puis, dernier réseau sur lequel je publie quand même un petit peu de contenu, c'est bien sûr Instagram. Voilà, vous avez le droit de me suivre sur ces différents réseaux pour pouvoir, ben, pourquoi pas, rester en connexion avec eh bien, ma modeste personne, puisque je sais que certains aiment continuer la discussion, poser des questions, continuer comme ça à interagir avec moi sur les différents réseaux. Eh bien, c'est très très cool. Je vous invite à le faire, vous avez le droit. Voilà, donc l'invitation est lancée. On va commencer avec la première question parce que je vous en ai préparé quelques-unes. Bonsoir, quel est le concept? Ben, ça tombe bien, Flo. C'est très simple. Ah, tu me follow sur Insta. Merci beaucoup. Non, Flo, je parlais à 4 lettres. C'est un quiz. Alors, c'est pas tout à fait un quiz parce que je vais pas vous proposer de réponse. Je vais essayer de vous faire trouver les bonnes réponses sur des choses à trait à la technologie, à Internet, à la culture geek. Il y a un peu de tout, rassurez-vous, vous en aurez pour votre argent. C'est surtout en fait dans l'idée de faire que vous ne passiez pas par la case Google ni Wikipédia pour essayer de deviner. Il n'y a pas de mauvaise réponse ce soir. C'est vraiment dans l'idée de pouvoir se dire, bah tiens, j'ai appris quelque chose avec les questions un peu bizarres de Thierry, puisque certaines d'entre elles font référence à des choses qui sont propres à la technologie, aux outils des réseaux sociaux qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours, culture générale sur la technologie, sur la geek attitude, la geek culture, voilà, exactement, c'est exactement ça. Et c'est parti avec la première question. Alors, je sais, c'est la dernière fois que je vous le dis, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer de trouver par vous-même. De toute façon, il y aura un temps imparti pour chacune des questions. Je m'essaye à ce format que j'aime bien parce que sous le couvert de ces questions, on apprend des trucs, mais c'est pas, y a pas de challenge, donc ça vaut la peine de vraiment jouer le jeu, d'essayer de deviner par vous-même. Hein. Je sais que c'est super tentant, Google, Wikipédia et tout ça, mais essayez de le faire, voilà, avec les idées qui vous viennent en tête pour me dire, bah tiens, c'est peut-être ça la réponse. Voilà. Quand tu seras rodé, tu pourras ainsi animer une question pour un champion avec les Perry Guest Audio. C'est une bonne question, exactement. Voilà, je ne réponds qu'aux questions people. Ah ben il y en a un petit peu. Il y a un petit peu de people, mais people geek, hein, on s'entend. Voilà. Bon, je vois que tout le monde est prêt. Thierry est neutre comme la Suisse, il va privilégier personne. Tu as bien dit, Guillaume, exactement. On va juste se passer un petit moment sympa ensemble tout en apprenant quelque chose. Et je commence tout de suite. Ben oui, je ne pouvais pas faire autrement que de vous parler. Alors désolé pour les non-addicts de la marque à la pomme.
Je vais vous poser une question toute simple. Pourquoi les iPhones et les iPads indiquent toujours 9h, l'heure fixée à 9h41? Je parle dans les publicités. Pourquoi iPod, iPad et iPhone indiquent toujours, principalement les iPads et les iPhones, oui je suis désolé, on commence avec du Apple, pourquoi ils indiquent toujours dans les pubs 9h41? Vous savez que dans, voilà, 9h41, vous savez que dans le monde des montres, ça j'en sais quelque chose, hein, puisqu'on est en direct de Suisse, donc un des pays réputés pour ça, on met les montres sur 10h10, les aiguilles, parce que c'est plus joli, on les met sur 10h10. La plupart des pubs sur des montres de luxe ou pas indiquent 10h10 parce que c'est une espèce de règle qui est venue s'instaurer comme ça chez les horlogers pour pouvoir faire que ça soit bien présenté. Alors, il y a Guillaume qui dit « Je dirais que c'est l'heure de la keynote, mais c'est sûrement pas ça. » C'est presque ça, mais c'est pas ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Alors Guillaume, il a pris sur lui, hein, parce que je vous rappelle, lui, il est pro Android. Les dates, c'est souvent les dates des keynotes. Vous avez une option en horlogerie en primaire. Oui, on apprend ça à l'école, effectivement. C'est pas si facile que ça. C'est pas un hommage à Steve Jobs. Flo, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Alors, je vais te dire que c'est pas forcément un hommage pour lui, mais Steve Jobs en est pour quelque chose de cette histoire de 9h41. Mon ancien pseudo, c'est Android Windows. Oui, je sais, Guillaume, je sais, justement, je te taquine, et il fallait que je commence par la marque à la pomme pour ce petit quiz sur... Enfin, c'est pas un quiz, puisque je vous propose pas de réponse. Allez, 9h41, l'heure de la naissance ou la mort de Steve Jobs. Alors, Guillaume, tu n'es pas loin. Ce n'est pas par rapport à Steve Jobs, mais c'est Steve Jobs qui a instauré ça. Et oui, on est en plus le 1er avril, hein. ça serait un gag. Non, mais tu es pas loin, de l'explication. C'est effectivement par rapport à la naissance de quelque chose qu'on a retenu, voilà, et je vous aide, on a retenu cette heure précise, 9h41. Qu'est-ce qui a bien pu voir le jour, un jour, à 9h41, et qui a fait qu'on retienne? C'est l'heure où il faut croquer la pomme pour bien digérer. C'est pas mal. Oui, c'est bien manger des pommes entre les repas, c'est pas mal. Mais c'est pas ça. C'est toujours que de l'eau, hein, si jamais vous vous posez la question. Plutôt une première conférence, non, qui a débuté à cette heure-ci. Ah, Flo, t'es quasiment à la bonne réponse. Il manque juste une chose. Allez, je vous donne un indice encore une fois. C'était une conférence, il y avait Steve Jobs, et cette chose s'est passée à 9h41, la conférence du Mac en 84. Non, c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. L'heure de la pause, non plus. Ah, c'est bien, vous essayez de trouver des réponses. Je vois qu'il y a de la suggestion, il y a de la proposition, c'est top. Alors, je vous aide un deuxième indice. Cette heure-là sonne l'annonce, la toute première annonce d'un truc. Oui, Flo, un produit. Une première pour un produit. La keynote de l'iPhone 1 en 2007. Eh bien, Guillaume, tu as tout juste, effectivement. Non, c'est pas le premier crash d'un Mac. C'est Guillaume qui l'emporte. C'était à 9h41 que, précisément, Steve Jobs, il y a pas mal d'années maintenant, puisque c'était en 2007, présentait le tout premier iPhone. Et du coup, on a retenu cette heure, 9h41, comme un espèce de symbole, comme un espèce de souvenir. Et donc, dans toutes les pubs que vous voyez, mais je te crois, on va dire que tu n'as pas regardé Google, c'est bien, vous avez essayé, hein, il y avait des belles propositions. On a gardé, voilà, moi aussi je me souviens, c'était assez émouvant. On a gardé cette heure-là et on la retrouve effectivement dans toutes les pubs. Alors on va pas compter les points, mais on pourrait dire que Guillaume a gagné un point, voilà, bravo. Une amie avait acheté un iPhone pour glander au boulot. Ben voilà, chacun faisait l'usage qu'il en voulait. On va partir dans le monde du jeu vidéo. Et là, il y a une belle colle, parce que je suis sûr que vous allez tous tomber dedans. Alors, Internet était bloqué à son travail. Ah oui, ok, très bonne idée, effectivement. Et quand on pense que le premier iPhone, c'était du GPRS,
elle avait de la patience, hein, ton amie, parce qu'effectivement, ça allait pas bien vite. Ah, puis il y a Nathalie qui vient de nous rejoindre. Voilà, Nathalie qui vient de louper la question sur les produits Apple. Ouf à elle, puisqu'elle est pro Android comme toi, Guillaume. Voilà, exactement. Alors, Guillaume, Nathalie, Mamoun, 4 lettres, Flo, je vous rassure, je ne suis pas un gamer, mais vous allez tout de suite, je pense, imaginer une réponse à cette question, puisqu'elle est très très générique dans le monde du jeu vidéo. Savez-vous quel fut le... Alors de nouveau, hein, pour Nathalie qui vient d'arriver et tous les autres, sans passer par la case Google, hein, voilà. Savez-vous que... Donc Nathalie qui revient, donc Nathalie à qui... je remercie 4 lettres là, qui vient de tweeter tout ça sur son compte Twitter. Donc le principe, si vous nous rejoignez comme Nathalie, vous ne passez par la case Google, vous ne passez pas par la case Wikipédia pour essayer de trouver eh bien, la réponse à mes questions. Oui, Guillaume, je t'invite à suivre l'actualité de Nathalie parce qu'elle adore Android et puis elle adore s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ça vaut la peine que vous restiez en contact. Voilà. Deuxième question, sur le monde du jeu vidéo. Savez-vous quel fut le tout premier jeu vidéo? Et si vous arrivez, vous me donnez l'année, mais je veux juste le nom du tout premier jeu vidéo et il y a un piège. Donc, on pense tout de suite à des jeux en noir et blanc, à des trucs très très simples, hein, très très basiques. Je suis sûr qu'il y a plein de noms de jeux vidéo qui vous viennent en tête. Allez, dites-moi quel était le tout premier jeu vidéo du monde informatique. Idéalement, à quelle date? Mais bon, ça fait un peu beaucoup. Where in the world is Carmen Sandiego? Ah non, c'est un peu plus vieux que ça. C'était pas mal, c'est pas mal. J'ai connu ce jeu, j'y ai joué, c'est pas mal. C'est un jeu dont Coluche disait qu'on pouvait jouer les pieds sur la table. Le premier jeu vidéo. Ah, alors essaye Guillaume de proposer une... Non, c'est pas Mario non plus. C'est beaucoup plus simple au niveau des graphismes. Alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans la place, hein, dans la chatroom. Ça fait un sacré bail ce jeu. Voilà, Raphaël vient de faire une proposition à laquelle j'aurais aimé que vous pensiez tous. Le fameux Pong, vous savez, les deux barres blanches, et puis il fallait retenir la boule imaginaire, le Pong ou l'ancêtre du tennis. Eh bien, Raphaël, les 4 lettres, je suis désolé de vous dire que Pong, qui est né en 67, n'est pas le plus vieux des jeux vidéo. Eh oui, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà une bonne réponse. C'est plus vieux que ça. Je pense que vous n'allez pas trouver parce que c'est vraiment très très vieux. Je vous parle d'un jeu vidéo. Pong, c'était en 67 et ça se branchait sur la télé. Voilà. Et en fait, eh ben, le tout premier jeu vidéo fut inventé en 1952 et c'était, voilà, c'est encore plus vieux, 1952. Alors attention, quand on parle de jeux vidéo, c'est un bien grand mot, puisqu'en fait, vous aviez 9 cases devant vous et il fallait donner un chiffre de 1 à 9. Oui, on reconnaît les dinosaures, désolé, j'en fais partie. Non, non, alors c'est pas si jeune que Snake, mais c'est un très très vieux jeu que vous connaissez déjà tous, puisqu'effectivement on peut y jouer avec du papier, un crayon, un truc que je n'ai pas l'habitude de faire. Hein. C'est pas le Sudoku, mais ça ressemble. 1952, c'était la bombe de Turing. C'est pas mal. Non, c'était tout simplement l'OXO. OXO, vous savez, il vous fallait mettre 3 ronds, 3 croix alignées verticalement, horizontalement ou en diagonale, voilà. Et cette toute première version en 52 se jouait avec les chiffres de 1 à 9, puisqu'il fallait choisir avec le chiffre où vous vouliez placer le symbole que vous vouliez dessiner. Le morpion, le tic-tac-toe, voilà, pour être plus tic-tac-toe, pour être plus précis. Bravo à vous qui aviez deviné quel jeu j'étais en train d'essayer de vous décrire. On a assez parlé de Mac, je vais la garder pour plus tard. Oui, voilà. Allez, on continue avec les jeux vidéo puisque vous avez parlé de Mario. On va surfer sur sur cette, euh, sur cette tendance. Il y a Guillaume et Nathalie qui se causent, c'est bien. Ça me fait marrant. Ça me fait marrer de voir qu'il y a comme ça des connexions qui se créent. Alors, ça reste aussi assez simple. C'est même une histoire de logique.
de nouveau, moi je suis pas un gamer, donc les questions que je vous pose à la limite, avec un peu de logique, vous pourriez trouver. Savez-vous pourquoi Mario porte une moustache? Savez-vous pourquoi Mario, le frère, les Mario Bros, hein, porte une moustache et même pourquoi il porte une casquette? Voilà, c'est une histoire de logique, c'est vraiment très très simple. Vous allez me dire, ah mais oui, mais bien sûr, c'est pour ça. Ben bien sûr, oui. Alors, à votre avis, pourquoi le personnage de Mario est-il habillé d'une Mario en italien au Japon? Oui. Alors peut-être que ça explique pourquoi Mario est devenu italien, hein, je ne sais pas. Est-ce que c'est en lien avec son métier? Non. Même si on pourrait dire que les plombiers peuvent porter des casquettes, mais ça n'a rien à voir avec son métier. C'est vraiment une question de logique. Pensez à l'âge de ce jeu vidéo. Les Turcs sont moustachus aussi, parce qu'il aimait Freddie Mercury. Moi aussi. Mais non, je ne porte pas de moustache pour autant. C'est pas en rapport avec la bouche. Ah, alors il faut que tu développes Flo, parce que Flo, je crois qu'elle tient quelque chose. Et ils arrivaient pas vraiment à le dessiner à l'époque. Et oui, juste bravo, voilà, bravo Flo. Effectivement, c'était pas si facile avec des pixels, hein. Je vous rappelle que tous les détails, en hommage à un groupe de musique. Non, rien à voir avec Freddie Mercury et Queen. Non, c'était tout simplement pour très très bien distinguer la tête. On lui a dessiné une moustache, comme ça on n'avait pas besoin de dessiner la bouche. Et on lui a mis une casquette, comme ça on n'avait pas besoin de dessiner les cheveux. Rappelez-vous, c'était un jeu en 8 bits, donc avec des pixels assez basiques. Et donc le peu de pixels qu'on avait à disposition, il fallait dessiner un personnage pour qu'on comprenne en quelques coups d'œil en quoi il consiste. Et donc du coup, effectivement, moustache, pas de bouche, casquette, pas de cheveux, qui bougeait avec le vent. Voilà, c'est tout simplement, bien effectivement, des raisons techniques qui ont fait que Mario est devenu le moustachu italien au Japon. Voilà, qu'on connaît bien pour ceux et celles qui adorent ces jeux vidéo. Voilà, bravo, ben, du coup Flo a un point, voilà, c'est cool. Une question facile, allez. Là, je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui vont trouver, avant même que j'ai fini de décrire la question, vous allez trouver en quoi consiste la réponse. Alors, je vous demande un truc tout simple. Au début de Twitter, savez-vous qu'au début du Twitter, il fallait utiliser une autre technique pour envoyer des messages? Et ceci explique autre chose. Au tout début de Twitter, il fallait utiliser une technologie bien précise pour envoyer des messages sur ce réseau social. Quelle technologie fallait-il utiliser? Et cette technologie explique bien des choses. Je suis tellement vieux que je suis aussi passé par là à l'époque. Le tout premier tweet a été envoyé par le fondateur de Twitter. Je sais que dans la chatroom, il y a des gens qui vont tout de suite me sortir son nom, c'est Dorsey, comment il s'appelait. Il fallait utiliser un clavier. Ah, c'est fort, 4 lettres. Ok. Oui, d'accord. Ça a un lien avec les 140 caractères qui sont une norme. Guillaume, t'es pas loin. Nathalie elle nous dit qu'il fallait utiliser le Do. D'accord. Le DOS. Ah, le DOS. Ok, d'accord. C'est peut-être ça que tu faisais référence. Alors, j'ai aussi connu le DOS, mais non, c'est pas si vieux que ça. Guillaume, il a la solution. Il est en train de tenir quelque chose. 140 caractères plus 20 caractères égale 160. Égale quoi? Les textos, oui, vous les Français, vous dites texto, on dit SMS dans le reste du monde. Oui, le SMS. Bienvenue à toi, PPC, qui vient d'arriver. Vous allez voir, il fait des trucs assez fous chaque fois qu'il arrive parce qu'il m'épate. Jack Dorsey, voilà, exactement. Le tout premier tweet a été envoyé par Jack Dorsey. Il fallait le faire par SMS. Et pour laisser la place à ces fameux 160 caractères qu'il y avait à disposition dans les SMS, eh bien, on avait limité à 140 pour pouvoir faire d'autres choses à côté. Voilà qui, historiquement, explique pourquoi les tweets ont toujours été limités à 140 caractères. Merci à toi, PPC, même si c'est un coucou rapide, ça fait plaisir toujours de voir passer des têtes connues. Voilà, Guillaume qui dit bonjour et PPC qui vient de balancer une invite à tout son réseau, ça fait plaisir. Ça s'appelait Twitter avec sans E, effectivement, au début. Et du coup, effectivement, Flo, ben, moi j'ai ouvert un compte Twitter sur
un Nokia N90, un N90 hein, pour parler suisse, et on le faisait par SMS. Voilà, c'était un peu chiant, hein, parce que dès que vous commenciez dans une discussion, et je vous rappelle qu'il n'y avait pas les claviers alphanumériques sur la plupart des téléphones, c'était vite pénible d'entamer une discussion à travers ce système. Mais il y avait le complément sur le web. Puis après sont venus les clients qui sont venus compléter les apps mobiles sur les smartphones, etc. Le cross volley, c'est joli, qui nous dit salutations. Alors on te dit salut, bienvenue à toi. Et PPC qui vient d'inviter juste comme ça, 10 436 personnes. Ça fait toujours plaisir. Merci à toi pour être passé. Voilà. Et maintenant c'est Twitter en bêta, voilà, depuis des années exactement. Puis comment on fait des DM sur Periscope? Eh bien, on clique dessus la personne, regarde, je te fais comme ça, et puis je fais répondre, mais tu vas voir le message, coucou, pour toi. Voilà, Nathalie. C'est pas tout à fait un DM, mais je crois que c'est une question piège que me lance Nathalie. Et une bonne question de Kaegnev, je ne sais pas si je prononce juste. Bonsoir, ça date de quelle année Twitter? Je vais te ressortir ça parce qu'effectivement, ça date pas mal. Il y a quelqu'un qui dit fin 2006. C'est PPC qui nous dit, voilà, le nouveau Twitter sur iOS, je ne l'ai pas testé. Ouais, ça fait du bazar, hein, 10 000, 10 000 cas, et c'est le moins que tu puisses dire. On va continuer avec la prochaine question. On va rester sur Internet. Là, je suis sûr qu'il y a plein de gens. Mars 2006, me dit Flo. Merci pour cette précision. Alors, vous avez le droit de passer par Google pour compléter les informations qu'on partage ensemble, mais essayez de ne pas enclencher Google pour répondre à mes fameuses questions, histoire de jouer le jeu jusqu'au bout. Voilà, vous êtes en forme ce soir, ça fait bien plaisir. Et on continue avec une autre question propre à Internet. Quel était, alors là je suis sûr que avant même que j'ai fini la question, vous allez trouver la réponse. J'avais 9 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Merci pour le coup le coup de vieux que tu viens de nous balancer. Quelle était la toute première vidéo postée sur YouTube? Voilà. Quelle était la toute première vidéo postée par YouTube? Un indice, ce sont les créateurs de ce réseau qui l'ont postée. Elle n'est pas bien terrible, elle est toujours à disposition, elle n'est pas très longue. Du coup, elle a mal vieilli parce qu'effectivement, maintenant, on voit des vidéos en HD, en très très bonne définition, on a du sous-titrage. Eh bien, c'est Nathalie, voilà, le point va à Nathalie, le zoo, voilà, on voit la visite des éléphants au zoo, un truc super captivant. J'ai jamais compris à quoi ça tenait le fait qu'il balance une vidéo d'un zoo, comme toute première vidéo. Vous la trouvez toujours sur YouTube, elle a des millions de vues, même si elle n'est pas super intéressante, mais elle est toujours là. Voilà, exactement, c'est un truc de zoo. C'est effectivement une visite au zoo dans laquelle on voit eh bien, les deux fondateurs. Il y a combien de temps? Il y a beaucoup d'années. Là aussi, je vous demande d'aller chercher. Ouais, ils voulaient un truc original, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, c'était un peu râpé, hein, parce que ça a mal vieilli. Si quelqu'un dans la chatroom fait un petit tour par Google pour trouver l'année, eh bien on aura la réponse à cette question. J'avais misé sur Google Vidéo à l'époque, j'ai tout perdu. Ben Guillaume, on est deux. Voilà, moi j'adorais ce service, on pouvait faire beaucoup de choses. Alors il y avait des manips pour récupérer les vidéos, mais bien sûr qu'on n'a pas pu toutes les récupérer à l'époque. Voilà, ben ça nous rajeunit pas. Alors, là, on va continuer avec le... Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on continue avec Internet. Et puis, une plaie sur Internet, le 14 février 2005, nous dit Guillaume. Merci, ça a 14 ans. Voilà. Waouh, ça nous rajeunit pas. 14 ans, effectivement, que les deux fondateurs se sont commis dans cette vidéo sur laquelle on voit eh bien des éléphants. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. 2006, rachat par Google. Ça n'a pas traîné. Hein, vraiment, à l'époque, ils ont fait très très vite. On va pas faire les nostalgiques, mais c'est vrai que Google Vidéo, c'était un chouette service. Mais bon, voilà. Alors, là, on retourne dans le passé, mais dans le très très vieux passé, avec une question de nouveau, sans passer par Google. En quelle année, d'après vous, a été envoyé le premier mail? Et il a une particularité, ce premier mail. En quelle année le tout premier mail a été envoyé? À votre avis, de quand ça date?
Me at the zoo, c'est le titre si jamais que nous spécifie Nathalie pour cette vidéo sur YouTube. Alors là, c'est très vieux, hein, c'est très très vieux. C'est hyper vieux les emails. Ouais, exactement. Alors Guillaume, il paraît que le symbole arrobase ou at, pour ceux qui parlent en anglais, Flo Elton Salongosha, c'était du temps d'ARPANET, 1969, Nathalie nous dit. Alors moi, j'avais un certain âge, j'avais 3 ans quand le premier mail a été envoyé. Alors 69, non, mais t'es pas loin. 75 ou 75, c'est trop vieux. Non, c'est trop récent. On n'est pas loin avec 69 à quelques années près. Plus vieux que moi. Ah, écoute, Mamounette, je ne me permettrai pas ici de parler de ton âge. Tu es de toute façon la plus jeune dans la chatroom, donc on va pas du tout mettre ça en cause. Non, alors, 75, 69. Allez, vous me faites un entre-deux. 68, nous dit Nathalie. Non, 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 c'est pas si vieux, non. Et allez, au pif, Guillaume, 71, 71, exactement, bonne réponse, 1971, Wissy Catlet qui remporte. Voilà, j'avais 3 ans, ben exactement, effectivement, 71. C'est un certain Ray Tomlinson qui s'est envoyé un email, voilà la particularité. T'as quel âge d'abord? Bah, t'as qu'à faire le calcul, hein, maintenant. Il y a toute la chatroom qui est au courant maintenant que je suis il n'a pas triché, Guillaume, il nous dit qu'il a vraiment essayé comme ça. Et pendant ce temps, on salue Wicked Robot, vous savez, notre copain entrepreneur qui fait de l'impression 3D. Je vous avais dit que peut-être ce soir on allait à la rencontre d'autres entrepreneurs. Ça n'a pas été possible, faute de temps, mais c'est toujours à l'ordre du jour. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous. Hein, vous vous souvenez de mon projet de van aménagé, ça vous dit quelque chose, hein, le fourgon et tout ça? Ben, j'ai une petite surprise, vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin parce que j'ai des images exclusives pour vous. Donc, en 71, en 71, qu'est-ce qu'il fait notre ami Ray? Eh bien, il essaie le système et c'est lui qui, en même temps qu'il s'envoie un mail, se dit, ben tiens, je vais carrément aussi tester comment je peux nommer le nom de mon correspondant. Je vais utiliser un caractère qui n'existe pas dans les rideaux. Voilà, quelle mémoire. Bonjour les amis, bonjour à toi Laurent, bienvenue à bord. Tu as le droit de venir jouer un petit peu avec nous puisqu'on joue sous la forme d'un quiz de geek. Et là, on était en train de parler du tout premier mail que s'est envoyé Ray Tomlinson qui en fait a utilisé l'arrobase, le avec son nom pour voir si le système fonctionnait bien. Et voilà, grâce à lui ou à cause de lui, eh bien, on croule sous les emails depuis. Tu en es où au choix du paillasson pour l'entrée? Alors, Catlet, il va falloir attendre la vidéo à la fin pour voir, mais je vois que Mamounette a aussi déjà balancé des indices, voilà, avec une petite image très très explicite. Ah, mais c'est presque la même couleur. Non, non, on va parler de vidéos de découverte, il n'y a encore rien de fait, mais voilà, je vais partager ça avec vous parce que j'ai fait cette vidéo expressément pour vous, parce qu'en fait, effectivement, j'avais envie de vous montrer ce que j'ai vu dernièrement. Allez, maintenant, un peu de sérieux. On va continuer avec la prochaine question, puisque on parle de mail. À votre avis, quel est le pourcentage de mails de spam envoyés chaque jour? Sur 100% du trafic de mail, à votre avis, combien constitue d'envoi de spam? Sur 100% du trafic mail mondial journalier, combien sont faits de spam? Vous avez le droit de me donner un pourcentage à 10% près. Je repasserai très volontiers. Bon live, interactif et plein de connaissances. Merci à toi. Merci à toi, Flo. C'est cool. N'hésite pas à partager, même si tu viens revoir tout ça en replay, à partager ça dans ton réseau. C'est très très cool. En tout cas, d'être passé. Merci à toi. 70%, 70% pour Guillaume. 25 Mamounette. Ah, j'aimerais que tu aies raison, Mamounette. 25%. Vous imaginez que 25%? Beaucoup de spammers. Eh bien, c'est Nathalie qui a la bonne réponse. C'est 90-90% du trafic de mail, c'est du bordel de spam, exactement. Voilà, donc c'est pas le plus gros consommateur de bande passante, hein, c'est maintenant prouvé, c'est la vidéo qui consomme le plus. On n'est même pas, nous les humains, à être le plus gros consommateur de bande passante sur le trafic mondial Internet. Ce sont des bots, des échanges informatiques, automatiques, des choses comme ça. Il faudrait taxer les spams avec une écotaxe. Oui, alors effectivement, il y aurait de quoi faire un peu d'argent. Bravo à toi, Nathalie, qui remporte un
J'allais dire un autre point. Est-ce que tu as déjà eu une bonne réponse? Oui. Enfin, ça fait peur, effectivement. Mailchimp doit être riche. Alors, c'est pas forcément le bon exemple pour le spam, mais effectivement, ça fait méchamment réfléchir de savoir que tout ce trafic génère aussi beaucoup, beaucoup de consommation électrique. Alors, on va rester dans l'Internet. Avec de nouveau un truc de vieux, mais là c'est plutôt pour faire un petit peu le cake par rapport à l'origine de tout ça, puisqu'on parle de la Suisse. Si les spams sont taxés, l'État sera riche. Ça va être difficile, je pense, d'appliquer une telle chose, mais c'est vrai que ça fait réfléchir. Vous savez que Internet a vu le jour il n'y a pas longtemps, un van en porte-clés a gagné. C'est pas mal. Spécial dédicace. Oui, voilà, je mets un petit mot en plus dessus, le van en porte-clés. Une taxe européenne. Ah, ouais, ça pourrait être une idée, effectivement, pour nos copains de l'Europe, que de proposer une telle chose. Ça pourrait être marrant de voir. Encore une fois, difficile, je pense, à mettre en œuvre, mais voilà, on commence à avoir de plus en plus de vraies punitions autour des GAFAM, et peut-être qu'un jour on verra ce genre de choses à voir. Alors, je vous parle du web tel qu'imaginé au CERN, hein, puisqu'effectivement, il est à la fois sur la Suisse, sur la France. C'est un Anglais qui est à l'origine, hein, Tim Berners-Lee. On vient de fêter, moi j'ai eu la chance de le rencontrer il y a 10 ans, pour les 20 ans du web, à Genève, avec une petite fête. C'était assez impressionnant, puisqu'à l'époque, ils avaient remis en route le serveur, le tout premier serveur de page web qui tourne encore. C'est une station Next, hein, les fameux ordinateurs de chez Steve Jobs, avant qu'il revienne, voilà, un Anglais en Suisse, avant qu'il revienne chez Apple, il avait donné vie à ces ordinateurs qui ont été les prémices du Mac OS X, ce fameux système d'exploitation sur Unix. Et je vous pose une question qui est aussi équipée d'un piège. Comment s'appelle le tout premier navigateur pour le web? Alors il a un piège, c'est pour ça que je vous donne l'indice tout de suite. Ils ont mis effectivement le web en open source et ils ont mis le code libre de ce logiciel de navigation. Donc ça devrait vous donner un indice sur le nom que portait ce navigateur, le tout premier, qui a laissé place tout de suite après à d'autres, hein, bien évidemment, Internet Explorer. Je plaisante, ça c'est venu plus tard. C'est un navigateur qui a été tué par Internet Explorer. Ah, c'est un peu plus tard. C'est plus tard qu'Internet Explorer. Non, mais effectivement, il n'a pas fait vieux. Alors moi, je suis assez surpris de savoir que je l'ai utilisé pas très longtemps, parce que j'ai utilisé tout de suite celui qui est venu. Alors, Catlet, t'es pas loin, mais c'est le piège, voilà. On pense à Netscape, mais pensez à quelque chose de plus vieux que Netscape. Alors de nouveau, hein, je suis désolé, on tombe dans les Pegasus, nous dit Nathalie. Non. On tombe dans les archives du web, mais voilà, vous allez apprendre quelque chose, hein, je vous l'avais promis, vous en avez pour votre argent, hein, là, c'est clair et net. Le tout premier navigateur pour le web, imaginé par le CERN, qui était en plus en code libre à disposition par le CERN, hein, par Tim Berners-Lee, s'appelait... Alors, Guillaume, tu as la bonne réponse pour celui qui est venu après. Voilà, moi aussi j'ai connu Mosaic. Mosaic fut le second. Voilà, du coup ça me fait enlever la question qui venait après. Alta Vista est un moteur de recherche français. Si le monsieur avait continué ne serait-ce que 6 mois, il serait millionnaire, le pauvre. Voilà, Lynx aussi est venu plus tard. Alta Vista, c'était un moteur de recherche, effectivement. Alors, avant Mosaic, il y avait un navigateur. Alors, je suis pas peu fier de savoir que je l'ai connu, mais il n'était pas super, super poussé comme Mosaic le fut plus tard. Mosaic qui devint Netscape. Eh bien, en fait, le tout premier navigateur, eh bien, s'appelait tout simplement World Wide Web. Et oui, ils avaient donné, Tim Berners-Lee, le nom de World Wide Web à son propre navigateur, et il était en code source libre, et tout de suite est venu derrière Mosaic, qui a vu le jour dans une université de l'Illinois, et qui a été the outil qui a été très très vite, je pense parce que ça venait d'une université, ou peut-être pas, ça venait des États-Unis, je sais pas,
Si ça se trouve, on n'était pas nés. Oui, on était nés, Nathalie, toi et moi, on était nés. Malheureusement, on était là. Voilà. Donc, c'était assez fou de savoir que Tim Berners-Lee avait non seulement inventé le premier serveur web avec du HTML, avec les liens hypertextes, mais non, en plus, il avait déjà inventé le web 2.0. Sachez que le tout premier serveur, toute première page web était éditable sans qu'on doive passer par des mots de passe, des trucs comme ça. Donc bien avant les wikis, bien avant le web 2.0, tout ça existait déjà dès la base. J'ai eu une chouette discussion avec lui il y a de ça plus de 10 ans, puisqu'effectivement, à l'époque, il était plus virulent que maintenant en disant qu'il n'avait pas imaginé le web devenir ce qu'il était. Je sais que j'invente rien parce que les propos sont chaque fois repris, mais j'étais pas peu fier de savoir qu'il m'avait fait la démonstration que ce web était déjà pensé pour être interactif. Voilà, on pouvait déjà modifier soi-même la page. Multimédia, multimania, ouais, exactement. Il y avait pléthore de solutions, effectivement, proposées à l'époque. Alors, on va continuer avec Internet. En quelle année ferme le célèbre site Napster? En même temps que vous me dites en quoi consistait ce célèbre site. Allez, vous n'avez aucun remords à avoir si jamais vous voulez me dire en quoi consistait cette plateforme. Mais d'après vous, quand est-ce qu'elle a été fermée, ce fameux réseau Napster? Allez, je vous aide. Napster, c'était le truc qu'on utilisait tous pour trouver de la musique en peer-to-peer, exactement. C'était principalement des albums, des morceaux de musique qu'on trouvait sur Napster. D'après vous, quand est-ce qu'ils l'ont fermé? Napster fondé par Sean Parker qu'on voit dans Social Network, et on raconte dans le film que ça serait lui qui aurait dit à notre ami le fondateur de Facebook: n'appelle pas The Facebook ton réseau, appelle-le juste Facebook. Voilà. Quelle année le logiciel existe encore, mais à quelle année, comme on le connaissait, le réseau où on pouvait se servir illégalement, hein, pour être très très clair. Donc 2005. Ah, c'est pas loin, nous dit Nathalie. Euh, Sean Parker prend plein de coke dans le film. Alors je pense que ça doit être romancé, hein, ça doit pas être comme ça dans la vraie vie. Bravo à Laurent. Laurent, j'espère que tu n'es pas passé par la case Google ni Wikipédia pour essayer de répondre. Laurent qui dit 2001, voilà, ben, bravo à toi, effectivement 2001, le fameux réseau qui nous permettait de nous servir en musique a fermé comme on le connaissait à l'époque. Euh, alors, je vous ai parlé du jeu vidéo. On va revenir sur un peu sur des produits Mac. Voilà. Là, alors, pour l'explication, je découperai ça en deux questions. Oui, c'était cool pour télécharger. Trop cool, trop facile. Effectivement, on a connu ça, même si on avait des bandes passantes de pourris à l'époque. Voilà, exactement, ça prenait des heures. Mais bravo Laurent, si tu as dit au pif, c'est encore mieux, bravo. Alors c'est pas fini, tu peux continuer à jouer, voilà, Laurent qui a un point. Donc, on va reparler des produits Apple. Savez-vous à quel prix le tout premier Mac fut vendu? À quel prix le tout premier Mac fut vendu? Ouais, du 56K. Moi j'ai même connu encore plus bas que ça. Apple les pommiers. Ok. Alors, maintenant vous avez le droit, si vous connaissez la réponse de ce prix, bah, d'expliquer pourquoi. C'était très cher, effectivement. Voilà, ça c'est le premier indice. 100 $, nous dit Laurent, c'est plus cher. Nathalie, elle répond pas, elle est fâchée parce on parle des produits Apple, mais elle reste, elle est gentille, elle est cool, hein. Euh, c'est un peu plus que 100 $. Voilà. Je vais vous donner un indice, le chiffre a une signification. Euh, c'est marrant maintenant parce qu'en fait, dans le cas précis, quand on voit comment Steve Jobs euh, euh, se comportait vis-à-vis d'IBM et puis après plus tard de Microsoft, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité parce que quand vous voyez la taille de l'entreprise maintenant, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste de la folie ce que c'est devenu. Un prof d'éco faisait le tour des magasins pour comparer les prix des Mac en Californie à l'époque, on va dire. 10 000 $, c'est un peu cher, un peu trop cher par rapport au prix que je vous demande de deviner. Alors, c'est entre 100 $ et 10 000 $.
Je vous donne un deuxième indice. Le chiffre en question a une signification très très négative. 10 000 $, non. 941 $, ah c'est pas mal. Il y a 4 lettres qui essayent le 9h41. Voilà, moi je t'ai suivi, je t'ai entendu, bravo. Non, c'est pas 9h41. Allez, une signification très très négative, en tout cas très particulière, on va dire, parce que je veux... Voilà, Nathalie, Laurent, bravo. Mais vous êtes presque, presque avec la bonne réponse. Il faut continuer le raisonnement jusqu'au bout. C'était 666,66 $. Ben oui, puisqu'aux États-Unis, on peut descendre à l'unité. Voilà, même humour. Voilà, il avait envie de mettre le chiffre du diable, mais non, plus sérieusement, c'était un pied de nez pour positionner le Mac avec un prix qui 669. Ah, voilà, et vous avez de l'humour ce soir, monsieur 4 lettres. C'est bien. Avec un pseudo comme ça, c'est normal en même temps. Hein. Voilà. Non, non, c'était 666,66 $. C'était le prix du tout premier Mac. Voilà, et donc du coup, c'était aussi l'occasion de foutre un petit peu la merde pour un petit peu secouer le marché de l'informatique à l'époque. Si vous avez l'occasion de lire les différentes bios et puis aussi l'histoire de l'informatique en général, c'est assez intéressant de savoir comment tout ça a vu le jour. Si vous allez faire un tour du côté de la Californie, allez visiter le musée de l'informatique, c'est assez fou. C'est pas loin du siège de Google, c'est très très instructif. Voilà. Don't be evil. Pourtant, Google l'a fait. Je crois que c'est l'Apple 1. Non, non, c'est pas le 2. C'est le tout premier Mac. Est-ce qu'on peut parler de Mac? Est-ce qu'on peut parler d'ordinateur? Je vous rappelle que c'était vendu. C'était que la carte sur circuit imprimé. Hein. Il n'y avait pas de box, il n'y avait rien à l'époque. Allez, on va continuer avec les geeks qui se cachent en vous. Savez-vous combien pesait en mémoire? Alors là, je vous aide, c'est pas en giga, c'est pas en méga. Combien pesait en mémoire le tout premier noyau Linux? Vous savez, ce fameux système d'exploitation open source, ouvert. Vous allez tout de suite d'ailleurs me donner le nom de celui qui en est à l'origine, parce qu'il est assez connu, hein, vous avez le droit aussi d'essayer de deviner. Catlat vient nous donner les unités, voilà exactement, kilo-octet, ou kilobyte en anglais, kilo-octet. Alors, il y a Nathalie qui s'essaye avec 64. C'est pas mal, mais c'est pas la bonne réponse. C'est déjà très peu, hein. 64 kilo-octets, 128, nous dit 4 lettres. C'est énorme, c'est beaucoup trop grand. Donc voilà, vous êtes à pas loin de la bonne réponse. C'est juste complètement fou de savoir qu'un système d'exploitation, ok, en ligne de commande, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de menu déroulant, il n'y a pas de souris. Tout ça inventé, comme le dit très bien Laurent, Linus Torvald, voilà, qui a donné son nom à Linux, voilà. Et ce tout premier système d'exploitation tournait dans combien de kilobytes, de kilo-octets pour parler français? 64 du côté de Nathalie, 128, beaucoup trop haut du côté de 4 lettres. Allez, 4 lettres, il essaye. 66, c'est trop. Ah, qui c'est qui va l'emporter? On a 64, 66, qui dit mieux, qui dit mieux? Allez, 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 allez. Ah, quel suspense insoutenable. Je suis obligé de boire un coup. Moi, c'est juste un truc qui me dépasse. Alors, ok, on n'est pas tous informaticiens, développeurs de logiciels, etc. Ah non, Nathalie, elle dit 72 ou 72. La taille de quel software? On demande quelle est la taille en mémoire du premier noyau Linux. C'était 4 lettres et Nathalie qui était plus proche. Puis là, Nathalie, 65. Voilà, c'est la bonne réponse. 65 kilooctets, c'est le poids en mémoire que pesait la toute première version du noyau Linux. C'est autant dire que ça tenait dans une calculatrice. Hein. Maintenant, ces choses-là, je vous parle des smartphones, ont vraiment des mémoires et des capacités de traitement qui sont juste énormes, surdimensionnées par rapport à ce que je vous dis. Un chiffre impair. Oui, oui, parce qu'en fait, je parle de l'occupation mémoire. Voilà, 65 000 octets, c'est juste complètement fou. Ne me demandez pas pourquoi, moi je fais que de poser des questions sur des choses moi que je trouvais vraiment très très intéressantes. Allez, on va parler d'Internet, beaucoup plus vaste.
Ça sera l'avant-avant-dernière question parce qu'il est déjà bientôt l'heure de se quitter. Là, tout le monde peut essayer de répondre. C'est très simple. De nouveau, essayez de deviner par vous-même. Tout simplement avec la question suivante. Que propose la Finlande depuis quelque temps, hein, je ne sais plus exactement quand, mais que propose la Finlande comme droit légal pour chacun de ses habitants? Alors, si je vous parle de geek, de technologie, d'informatique, vous devriez avoir quelques pistes, quelques indices pour pouvoir répondre à cette question. A-t-on encore une ligne de code aujourd'hui à 65K? Oui, c'est une bonne question, mais c'est vrai que 4 lettres, alors je me suis intéressé à la question parce que moi je suis fan des Raspberry Pi, ces fameux petits ordinateurs, mais en fait ils sont capables de tourner dans des OS vraiment très très légers. En plus la boîte est toute petite, c'est assez fou, c'est assez balèze de savoir qu'on revient à ça, c'est toujours plaisant. Pas de Niptech ce soir Thierry, tu peux dépasser sauf si tu es fatigué, voilà. Exact. Bon, alors, Internet gratuit, nous dit Nathalie. La Finlande propose quoi? Ben, c'est la question. Un excellent système éducatif. Ça, je ne saurais que te confirmer la chose. Pour rappel, Nathalie est enseignante, donc elle est prof, elle est même super douée, donc elle en connaît quelque chose. Un fjord pour chaque abonnement. Ça, c'est pas mal. On va aller tous habiter là-bas, c'est clair. Ouais, exactement. Ça serait pas mal, hein, Mamounette, ça. Un fjord et un abonnement à la fibre, s'il vous plaît. Un droit à avoir 10 matchs par jour sur Tinder. Laurent va déménager, voilà, c'est officiel. La Finlande propose de la neige gratuite. On sent la fin d'émission là, hein. Ok, d'accord. La Finlande propose du bois gratuit avec la neige qui va avec, exactement. L'effacement des données, oh c'est joli, mais non. Le droit de croire au Père Noël, oui, le droit d'être obligé d'y croire peut-être. Alors effectivement, vous l'avez déjà dit, le droit de se faire envahir par la Russie. Vous allez arrêter vos conneries. Hein. Non, non. La Finlande propose ni plus ni moins comme droit légal l'accès au web à tous ses habitants. C'est rentré dans la Constitution. On parle même de l'accès au débit, donc dans des conditions, comment dire, potables. Alors je ne sais pas si ça veut dire la fibre optique ou autre chose, mais effectivement, voilà, c'est un pays qui demande, qui a su imposer en fait cette demande et au débit. Voilà, me confirme Nathalie. Bon pays, la Finlande, exactement. Un pays que je me vois obligé d'aller visiter, je crois. Ça sera l'occasion d'aller rencontrer, pourquoi pas, ben voilà, un Français qui est aux commandes d'un podcast que je vous invite à écouter, qui est le RDV Tech, puisque effectivement notre ami Patrick Béja a émigré en Finlande pour s'y installer et il fait ses podcasts toujours en français, toujours avec des invités, mais depuis là-bas. Il paraît que la fibre et la 4G dans les cabanes en forêt. Il paraît qu'il y a la fibre et la 4G dans les cabanes en forêt en Finlande. Voilà. Il faudrait faire pareil en France. Alors il y a encore du boulot, exactement. Oui, Patrick Béja me confirme, Guillaume, le RDV Tech, un podcast qu'il vous faut aller écouter. On va finir avec quelle est la dernière question? Ah, je vais la garder pour la fin. On va aller sur une question très simple. Là, pour ceux qui savent déjà, faites un petit peu, laissez bosser un petit peu les autres. Il est plutôt libanais que français en fait. Bah écoute, je savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Avant-dernière question, quelle est la différence? Connaissez-vous la différence entre le web et Internet? Ça a l'air con comme question, mais j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus dernièrement et j'ai trouvé une belle image pour rappeler. On est un petit peu dans le thème avec les 30 ans du web. Hein. Si je vous parle de ça, c'est pas par hasard non plus. Euh, Comme dit Patrick dans sa bio, podcaster first, French second. Voilà, exactement. C'est vrai que je me rappelle de sa tagline. Alors, connaissez-vous la différence entre web et Internet? Elle est très facile cette question, mais ça vaut la peine de s'en rappeler. Donc du coup, oui, alors il y a plein de gens qui font confusion avec ces deux termes. Pendant ce temps, je remercie Nathalie, qui est la dernière personne avec moi maintenant, avec ce brun très très joli, très délicat, très, très saillant, à tapoter sur son écran. Web égale années 90. Non, c'est pas ça la réponse. Pendant ce temps, 4 lettres nous donnent des infos politiques. Alors, oui et non. Voilà, 90, années 60,
Mais c'est pas tout à fait ça que je veux comme explication. Donnez-moi la différence notable entre ces deux termes. Alors, quelle différence y a-t-il? C'est l'avant-dernière question. Après, je vous laisse retourner à une vie normale. Le web, c'est les pages graphiques, c'est presque ça. Nathalie nous dit web, c'est www, le reste Internet. Presque ça. Internet, ce sont les tuyaux. Voilà, ce sont les rails. Internet, c'est le réseau. On va très souvent dire, ouais, je vais surfer sur Internet. Alors, c'est à peu près vrai, puisqu'effectivement, on va sur ce réseau, sur les rails. Et le web, c'est le véhicule, c'est celui qui fait apparaître des pages web, mais on doit avoir une vraie vie. Ok, tu as le droit aussi. Donc, effectivement, il faut dissocier le wagon des rails ou et vice-versa. Donc, le transport et le transporteur, le moyen de transport et le chemin. Voilà, exactement. Je vais surfer sur les autoroutes de l'information, me dit Guillaume. Allez, dernière question, et après, on sort la surprise en vidéo que j'ai été tournée pour vous samedi passé, donc c'est tout frais, c'est tout chaud. Vous êtes encore là, vous êtes prêts? Allez, dernière question. Elle est assez sympa, elle est gentillette parce que peut-être que vous la connaissez toutes. La réponse et puis l'explication à cette technologie. Tout simple, voilà, la question arrive. Connaissez-vous l'origine de la toute première... Il y a autre chose que les rails. Oui. Non, les rails plus ce qu'on met dessus. Mais là, je m'écarte. Connaissez-vous l'origine de la toute première webcam? Connaissez-vous l'origine de la toute première webcam? Donc cette caméra branchée sur un réseau, Internet, voilà. À quoi servait la toute première webcam? Pourquoi elle a vu le jour? Pourquoi elle est si célèbre? On raconte qu'elle serait même toujours disponible. Toujours sans passer par la case Google, sans passer par Wikipédia. Alors il y a Guillaume qui nous dit « Ah, c'est pour surveiller une boisson » avec un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme proposition? Pour le moment, je dis rien, je vous fais bosser. Et je suis avec ma mounette, la seconde personne à tapoter sur mon écran. 21h25, il est bientôt l'heure de se dire au revoir. En direct de Suisse spécial quiz, spécial geek et autres internet choses, eh bien, va toucher à sa fin. Je vous ai fait bosser, on a appris des trucs, on a passé un bon moment, mais il va falloir essayer de trouver la bonne réponse. Alors, à quoi servait, connaissez-vous l'origine de la toute première webcam? À quoi elle servait? Pour surveiller la première ampoule de Edison qui marche encore. Ah, c'est pas loin, 4 lettres, parce qu'effectivement, il existe une webcam qui filme une ampoule qui ne s'est jamais éteinte dans une caserne de pompiers, et c'est assez fou parce que je crois qu'elle a des dizaines et des dizaines d'années, ou même des centaines d'années, parce que cette ampoule, alors elle éclaire plus tellement bien, mais elle est toujours en fonction, elle fonctionne toujours, effectivement. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas si vieux que ça, et puis c'est pas si récent que ça, puisque effectivement cette caméra a été installée après la toute première que je cite ici. Je vous donne un indice, centaines. Ah ouais, bah ouais, tu vois, ouais, exactement. Bon, la webcam, elle n'est pas aussi vieille que l'ampoule. Je vous donne un indice, c'était à Cambridge. Qu'est-ce que ont bien pu faire les personnes qui ont utilisé cette toute première webcam à Cambridge? Je vous donne un autre indice après. C'était des geeks qui avaient soif, qui voulaient surveiller leur cafetière. Et ben voilà, exactement. C'était effectivement des gros flemmards, surtout, puisqu'effectivement la cafetière, vous savez, le café à l'américaine, hein, le truc qui chauffe et qui retient le café, eh bien, était à l'étage du bas, et ces messieurs n'ont trouvé ni plus ni moins que de brancher eh bien, une webcam pour voir s'il restait du café. Voilà, Cambridge... non, je crois que c'est les Américains, hein. Malheureusement, c'est pas les Anglais, qui avaient simplement pas envie de descendre à l'étage ou même 2 étages plus bas pour aller voir cette machine à café. Je pense que ce sont des ricains parce que c'est la fameuse cafetière en verre, vous savez, avec le café qui reste, puis qui reste au chaud sur une plaque. Donc je pense que c'est... Alors est-ce qu'on peut appeler ça du café? Ça c'est un bien grand mot, mais je pense que c'était américain. J'ai une niquette, alors reste poli, c'est pas par flemme. D'accord. Une kittle, ok, d'accord.
Moi, je suis pas buveur de café, donc je me sens moins concerné que de. Mais j'ai un peu de domotique chez moi. Voilà, c'est la bouilloire connectée. Ah, c'est pas mal. Ok, d'accord. Je dis rien. Je dis respect. Si tu sais qu'il te reste de l'eau chaude à portée de main parce qu'elle est connectée, j'ai envie de dire tant mieux. Voilà. Voilà, c'était une quinzaine de questions sur Internet, sur la technologie, sur l'informatique, sur des trucs de geek pour apprendre quelque chose, parce qu'on va reprendre la route très bientôt, aller à la rencontre d'entrepreneurs, parce que c'était très sympa d'aller voir notre ami Laurent, mais ils sont plein d'autres ici en Suisse à entreprendre, à faire des belles choses, et j'ai envie, comme je vous l'avais dit, d'aller les voir, d'aller leur poser des questions. Et du coup, la semaine prochaine, quiz sur la bouillabaisse. Ouh là, alors moi je serai le perdant de ce quiz, mais je veux bien la goûter par contre. Au pays des buveurs de thé, c'eût été plus sympa. Oui, effectivement. Salut Kivar, tu arrives juste au moment de te dire au revoir, c'est cool, bienvenue à toi. On fait un quiz sur l'OM. Aïe, alors là je serai encore moins bon parce qu'effectivement je suis nul en hockey sur glace. Ok, je déconne. Bon. Bonsoir Kivar, cool de te voir, même si on va se dire au revoir, mais tu arrives juste au bon moment parce qu'en fait je vous disais que euh, je vous disais que j'ai très envie d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, de start-upers, et puis pour ce faire, eh bien voilà, j'aimerais bien m'amuser avec un studio mobile. Et samedi, je suis allé visiter quelque chose. Alors c'est très très court, c'est très succinct. On va aller voir les premières images de ce que j'ai été visiter comme ce que je pense étant le futur studio mobile pour pouvoir bien, justement donner de la visibilité à tous ceux et celles qui œuvrent dans leur cave, à l'image de Laurent, mais aussi dans des labos de recherche, dans des entreprises, dans des startups. Voilà, Connecting People, mais version véhiculée. Et donc du coup, oui, ça me rappelle mon vieux 2400 baux, et Laurent, j'ai connu même les modems 300 baux, c'est pour dire, voilà, ça marchait avec une pile 9 volts. Euh, le samedi, il y a l'émission sur Couleur 3. Oui, je vous invite à écouter nos amis de Point Barre sur Couleur 3, Stéphane Laurenceau et sa clique. Alors, c'est pas un combi 4 lettres, mais je vous balance les images. Il y a un peu de musique, donc je me tais comme ça vous fait un petit clip, mais vous allez découvrir en avant-première la visite du fameux véhicule qui pourrait devenir ce qui serait peut-être le futur studio mobile. Allez, c'est parti. Alors, oui, ok, il n'y a pas de bière dans le frigo, mais il y a de la place pour ranger des bières, il y a vraiment de quoi faire. Alors, comme vous l'avez vu, hein, c'était très très court, il est top, il est vraiment top. J'ai déjà plein d'idées d'aménagement parce qu'effectivement, j'ai envie d'y installer des caméras fixes, de l'éclairage, du son, il y a encore beaucoup de boulot. Mais voilà, c'est pas encore prêt, c'est pas encore là, mais ça va venir. Le frigo est assez grand pour qu'on puisse y mettre des bières de toutes sortes, quitte à même trouver des bières à Marseille. Hein. Je lance l'invitation parce qu'on n'a pas peur de faire des kilomètres pour aller à la rencontre. Pourquoi pas même des internautes qui suivaient comme ça très régulièrement les lives sur Periscope.
L'idée qui se cache là derrière, comme je vous l'avais dit, c'était de pouvoir faire des tiroirs pour ramener du chocolat, exactement, mais pas que, voilà. Est-ce que je fais une cagnotte? Eh bien oui, je vais probablement, je vais casser ma tirelire pour donner vie à ce projet, mais si vous avez envie de participer, vous avez envie de collaborer, eh bien je vous le ferai savoir, vous en faites pas. Pour le moment, alors est-ce que c'est un truc de Lilliputien? Bon, j'ai mis un monstre Fisheye ou Equivar pour pouvoir faire que c'est grand, mais sache que moi, même avec mes 1m92, je rentre et je tiens debout dans ce véhicule, hein. De nouveau, c'est un fourgon aménagé. Alors, ça sera très bien pour y être tout seul, parce qu'effectivement, il y a de la place, comme je vous disais, pour faire le studio, qui est à la fois le petit plateau télé pour faire les lives. Vous avez vu, il y a même la moustiquaire. Merci beaucoup, Mamounette, mais tu m'avais parlé des rideaux. Hein. Attention, j'ai bien noté que tu parlais des rideaux. Mais je prends note aussi pour le paillasson. Si en plus il y a une spéciale dédicace sur le paillasson, je veux bien, je suis preneur. Donc voilà, on en est au repérage pour voir quel est le véhicule le plus adapté. Il y a du solaire, il y a de l'énergie qu'il faut créer en plus, parce que tout ça, ça va consommer de l'énergie avec le matériel que je souhaite prendre avec. Et puis après, le plus dur étant fait, parce que c'est principalement ça, c'est effectivement le plus facile à faire, ça sera le carnet de route, c'est la feuille de route, d'imaginer les endroits avec lesquels je peux me déplacer. 92, ou bien, pas mal, Kivar, tu te mets à parler suisse, c'est pas mal. Non, tout simplement, j'ai suivi les conseils de plusieurs van lifers, donc c'est le terme, voilà, qui parle des gens qui vivent dans les vannes. J'ai envie de créer du contenu à bord de ce véhicule, j'ai envie de bourlinguer, et j'ai envie de suivre les conseils qui ont l'air très très judicieux. Eh, merci, il y a des cœurs de toutes les couleurs là, c'est cool, ça fait plaisir. Waouh. Allez, j'en mets aussi un peu pour moi. Voilà, le brun moche, c'est toujours moi. Donc tout ça pour dire qu'un des conseils qui m'a le plus parlé, c'est de d'abord tester tout ça dans des petits périples, pas besoin de faire des monstres kilomètres, mais pourquoi pas aller jusqu'à Marseille, pourquoi pas aller jusqu'en France, pourquoi pas venir jusqu'en Belgique, pourquoi pas aller jusqu'en Valais. Ok, c'est pas loin le Valais, ça c'était pour faire l'intéressant auprès de Nathalie. Voilà, donc l'idée, vous l'aurez compris, c'est maintenant de commencer à faire du repérage pour voir quel est le véhicule le plus adapté, et puis bosser dedans, puisqu'il va falloir l'équiper, il va falloir mettre toute cette électronique qui me servira à faire des interviews, des sujets, et puis aller à la rencontre surtout des autres. Voilà, donc je vous rappelle du coup les coordonnées sur lesquelles vous allez probablement pouvoir suivre tout ça. Pour le moment, ben voilà, vous êtes en primeur, vous êtes sacré vénard, les premiers à découvrir les images du premier repérage de ce véhicule. Peut-être que je vais vous faire bosser pour qu'ensemble on lui trouve un nom une fois qu'il sera choisi, parce que là, il y a encore quelques questions techniques pour savoir interview en cabine, exactement. On peut se mettre à 4 autour de la table, on peut faire beaucoup de choses effectivement autour de ce véhicule, et puis comme les beaux jours arrivent, ça sera aussi possible de travailler à l'extérieur, donc on aura sûrement des rallonges écran, caméra, tout ça, pour pouvoir faire quelque chose qui se veut très sympa. Et promis juré, le frigo sera plein. On peut même faire de... Ah ben oui, de la fondue, bien sûr, chocolat, fondue, bière suisse, et je suis parti pour aller à votre rencontre. Voilà, exactement, une fondue. Alors je sais pas si je ferai la fondue à l'intérieur, pour le coup, ça, là j'avoue que j'hésite. Mais je prends note. Dans les menus, on pourrait proposer aux invités de choisir leur menu en plus de venir répondre à mes questions. Voilà. Promis juré, si vous me suivez sur les réseaux, donc je vous parle de Twitter, sur Facebook, parce qu'effectivement c'est les deux réseaux sur lesquels je vais probablement très souvent communiquer là-dessus, faire un peu plus d'Instagram, voilà. Vous aurez tout loisir de découvrir l'avancée des travaux. Et puis surtout, en fait, l'occasion de, pourquoi pas, participer à ce projet un peu fou. Enfin, moi, je le considère un peu fou, parce qu'effectivement, il est pas de bière sans alcool, sinon Mamounette va te clasher. Ah non, il n'y a que de la bière avec alcool, non, c'est clair, pas fou non plus. Il n'y aura pas d'alcool dans le chocolat, mais il y en aura aussi dans la fondue, hein, je te rassure. Donc, vous aurez le loisir de voir l'avancée des travaux,
quand est-ce que le véhicule, quand est-ce que j'aurai les clés, mais surtout aussi, j'irai surfer chez vous. Ah, c'est pas mal, c'est joli, Mamounette, voilà, exactement. Mais j'aurais besoin de votre aide aussi parce qu'on va lui trouver un nom à ce van. Et j'ai envie de faire un truc que font pas les van lifers, c'est de pas l'appeler par un nom masculin. Voilà, le challenge est déjà très très haut puisque si vous allez faire un tour sur internet, allez chercher les aventures de Greg's Way, alias Henri the Bus. Vous allez voir aussi les aventures de Michel avec Voyage Voyage. Vous avez Van Life, je ne sais plus comment s'appelle leur van, mais je crois qu'il a aussi un petit nom masculin. De la bière avec des céréales suisses. On va essayer exactement. J'irai geeker chez vous, voilà. Martina Hingis, la Weber mobile, ouais, je vois, passe par Paris et kidnappe PPC. Oui, ben je l'emmènerai avec moi comme co-intervieweur, ça c'est clair. ZZ, oui, ok, je vous laisse bosser là-dessus, on passe une nuit là-dessus et puis on revient avec les propositions. Donc promis, vous allez un petit peu bosser pour m'aider sur vos retours, vos feedbacks et tout ça, parce que on va essayer de monter ce projet ensemble. Von Carlsweber, Vanilla, oh, c'est joli, d'accord, ok. Je vois que vous bossez bien, voilà, il y a déjà de la suggestion, c'est top. On va revenir sur ce thème, suivez-moi sur les réseaux pour, si vous voulez intervenir, poser des questions, et puis promis, je vous tiens au courant, de toute façon, on se voit lundi prochain. Si c'est pas ici au studio, eh bien, promis juré, on va à la rencontre d'un autre entrepreneur, et puis, à défaut de le faire en van, je prendrai mon auto, ma belle auto, et puis je vous fais comme ça rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres start-upers avec qui j'ai envie de passer un petit moment, et puis qu'avec vous, on lui pose des questions. Voilà. Oui, Guillaume vient de balancer le Patreon. Voilà, j'ai lancé un Patreon pour mes podcasts qui vont être beaucoup plus fréquents. Merci d'ailleurs à lui qui a été le tout premier patriote. So Créatif n'a pas d'heure. Voilà, exactement. Lundi prochain, 20h30. Merci par avance de partager, de repartager, de recommencer ce live. Et puis 20h30, lundi prochain. Probablement qu'on devrait être à côté d'un autre entrepreneur avec qui on va poser toutes sortes de questions. Il y a un domaine sur lequel j'aimerais bien faire causer 2-3 personnes, c'est tout ce qui se passe en matière de coworking ici en Suisse. Il y a de belles choses, il y a de belles initiatives. Donc du coup, lundi, Mamounette ne sera pas là, mais promis juré, la chatroom va lui dire tout son cœur, on te racontera comment c'était. Voilà. Et puis sinon, vous le savez, vous avez le droit de partager, commenter à nouveau tout ça, pour pouvoir, faire partager, faire profiter un maximum de personnes. Allez, c'est terminé, il est 21h41, on a dépassé, moi qui pensais finir plus tôt. Vous êtes incroyables, quand même. Je vous embrasse très très fort, j'ai passé un super moment. Et puis pour ceux qui ont piscine lundi soir, on se reverra sur les autres réseaux, rappelez-vous, j'ai aussi mes podcasts, et puis mon site internet, thierryweber.com. Allez, à très bientôt si c'est pas avant. Je vous embrasse très fort. Et là, normalement, voilà, vous devriez voir l'URL sur lequel vous pouvez voir toutes les trombinettes de mes collègues, la grille de programme. Et puis, j'oubliais, on va se retrouver le samedi, voilà, je profite de vous avoir encore un petit moment sous le coude. Le samedi, effectivement, je reviens avec mes copains du Québec et de France, PPC, Damien et puis Benoît, pour le rendez-vous du samedi matin. Voilà, on va recommencer à mélanger France, Suisse et Québec dans ce live que je vous souhaite aussi de suivre samedi prochain. Voilà. Ouais, je vais arrêter avec les heures sup. Allez, je vous embrasse très fort et comme à l'accoutumée, je vous dis à bientôt, c'est pas avant. Je sais plus à quelle heure c'est, mais allez voir sur wiscop.tv, vous trouverez toutes les infos. Allez, je vous embrasse, je vous aime. Ciao.